Bienvenue pour notre dernière séance de la deuxième journée de Trajectoire Montréal, qui s'appelle, je vais revenir au titre, Déambulation politique et politique. C'est intéressant parce qu'en fait, le thème a changé en cours de route et vous avez accepté, je pense, tout le monde, que le thème change. Et non seulement le thème a changé, mais ça s'appelle Déambulation politique et politique. Et il y a en fait, la discussion va porter en bonne partie sur le conflit étudiant. On pourra déborder sur d'autres questions qui vous intéressent, mais l'essentiel des questions qu'on vous a envoyées portait là-dessus. Donc, ça va être le point de départ de notre réflexion. C'est un sujet qui s'est imposé un peu de lui-même, évidemment, on n'a pas besoin de dire pourquoi. Ce que je vais faire, c'est un peu dans la continuité des activités qu'on a eues avant. Donc, je vais vous amener à vous présenter, puis si vous pouvez nous raconter en quelques mots d'où vous venez, en fait, votre trajectoire. Vous pouvez prendre votre trajectoire comme vous voulez, mais nous dire comment vous êtes venu ici, ou où vous êtes né, et en même temps, juste nous dire un peu qui vous êtes professionnellement, puisque je ne vais pas lire votre biographie maintenant. Et pour ceux qui viennent d'arriver, juste vous dire, on commence donc en conversation avec les 4 panélistes, puis en cours de discussion, je vais vous inviter à venir en avant ici, puis on pourra ouvrir la discussion au cercle des gens qui sont assis en avant, puis on a des micros sans fil, on se les passera, puis ça va aller comme ça agréablement jusqu'à 4h moins quart normalement. Et à 4h moins quart, on va terminer. Donc, mais je vais vous inviter à commencer, peut-être M. Carpentier, si vous voulez commencer, attraper un micro et nous dire, parler d'où vous venez. Oui, je savais qu'en m'assoyant ici, c'est ça qui arrive. Oui. Pour bon, alors, moi, je me présente ici à titre, au fond, d'écrivain flâneur et prof de littérature, prof de création littéraire. Et mon langage est teinté par, évidemment, 25 ans et plus de pratique de tout ça. Je suis un Montréalais, deuxième génération de Montréalais, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans un commentaire. Né dans Hochelaga, qui a vécu une grande partie de ma vie dans Rosemont. Je me considère comme un petit gars de Rosemont et qui habite Huntsic depuis un certain nombre d'années. Juste dire ceci, c'est que j'ai fait un livre sur les ruelles de Montréal. C'est par ce livre-là, ou par la démarche qui a mené à ce livre-là, que je suis devenu un écrivain flâneur. J'ai fait suivre ça d'un livre sur les cafés, parce qu'à force de marcher dans les ruelles, j'avais besoin d'arrêter au café pour noter des petites choses. Puis le café est devenu un lieu tout à fait intéressant. Et en allant dans les cafés, j'avais souvent... parce que le café n'est pas toujours bon à Montréal. Je ne sais pas votre expérience, mais il y a beaucoup d'endroits où le café n'est vraiment pas bon. Là. Et je me souviens même d'un endroit où j'ai pris un café, puis j'ai dit au type, vraiment, il n'est pas bon, mais il fallait me demander un bon café. Donc, ça voulait dire qu'il pouvait aussi en servir du bon. Et donc, à force d'avoir un peu mal à l'estomac, j'ai décidé d'aller marcher dans les parcs en face. Et puis, j'ai découvert ceci, que dans les ruelles, il faut bouger, parce que si on s'arrête quelque part, on est rapidement suspect. Dans les cafés, si on déambule, c'est pas long qu'on est suspect, on est bizarre, évidemment, dans un café. Mais dans les parcs, on peut à la fois déambuler et s'arrêter. Donc, ça vient un peu clore une espèce de trilogie. En ces temps-ci, je travaille donc sur les parcs, et une question qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée que nous sommes tous spatialisés, mais que nous sommes tous aussi spatialisants. C'est-à-dire que si nous sommes spatialisés, c'est parce que nous produisons de l'espace, parce que nous avons une pratique des espaces. Et pour faire le lien avec la discussion de tantôt, je voudrais juste dire qu'il y a une question qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne actuellement, c'est ce que j'appelle la transgression citoyenne. C'est-à-dire des transgressions, mais qui sont faites sur le mode d'un rapport citoyen. Les 2 personnes qui étaient là tantôt, qui me faisaient des présentations, sont très exactement dans cette perspective-là, par rapport à des transgressions, comme ça m'est arrivé dans un parc, un petit gars qui est arrivé avec son skateboard sur le dossier du banc sur lequel j'étais assis, là, qui est venu faire un truc de côté comme ça. C'est pas très citoyen, mettons. La relation est un petit peu difficile. C'est pour ça que je trouve la question posée par Joël tout à fait intéressante, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'il faut réglementer, etc. Et je vais juste terminer par un exemple. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici le Jardin du Crépuscule, de ce sculpteur qui s'appelle
Ah, je viens d'oublier son nom tout à coup. C'est cette espèce d'endroit sur Van Horn, juste de l'autre côté. Vous savez, bon. Alors, il y a un type. Il s'appelle Jardin du Crépuscule. Il y a une inscription. Le Mesurier qui s'appelle. Et alors, ce type a installé des sculptures sur un territoire qui n'appartient à personne, donc qui appartient à la ville. La ville, assez rapidement, enfin, a pris un certain temps avant de réagir, a voulu fermer le lieu. Et lui s'est défendu, des citoyens l'ont défendu, et cet endroit-là a maintenant un statut qui est presque celui d'une galerie. Donc, il y a une transgression ici qui a fini par être autorisée. C'est toujours ce rapport-là sur lequel on revient encore, c'est-à-dire le rapport de la transgression, même citoyenne, au pouvoir. Ça, c'est des questions qui m'intéressent. Évidemment, la question du printemps érable, je vais l'aborder par ce biais-là. Merci. Je m'appelle Robert Schwarzwald, pour ceux qui viennent d'arriver. Mon trajectoire, c'est je suis né dans l'Ouest canadien, à Winnipeg. Et donc, à Montréal, il faut toujours commencer par contrecarrer la fameuse chanson sur Winnipeg. Et tout le monde me cite incessamment, que les nuits sont longues. Mais pour moi, ce qui est pertinent de mon enfance à Winnipeg, et ça peut étonner, c'est le caractère cosmopolite de la ville. Ça veut dire que c'est un cosmopolitisme qui n'est plus celui auquel on pense maintenant, mais quand j'ai pris l'autobus, et on prenait l'autobus à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, il n'y avait pas de problème entre mon quartier et le centre-ville, par exemple, ou pareil à l'école. C'était tout à fait normal pour moi d'entendre une dizaine de langues différentes. C'était des langues de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. On passait par les quartiers très prolétaires, avec les coopératives laitiers qui avaient au-dessus de leur porte travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Et donc, j'ai grandi dans un quartier qui était connu pour sa politique bipartisane entre les communistes et les sociodémocrates. Et donc, c'était une enfance assez politisée, une école où nous avons fait la grève pour la présence non obligatoire. Nous avons occupé l'école, nous avons fait des alliances avec d'autres écoles et surtout avec des motards pour nous protéger. Et donc c'est un peu ça d'où je viens, qui va un peu à l'encontre de l'image que l'on peut avoir de l'Ouest canadien. De ça, je suis très conscient. Mais mon premier séjour à Montréal, c'était pour l'exposition universelle de 67. Contrairement à l'image que l'on a actuellement des autoroutes à Montréal, pour moi c'était une merveille à l'époque. D'abord, c'était tout neuf. Et pour quelqu'un qui vient d'une ville relativement petite, cette idée de circulation, de fluidité, comme on dit un peu ironiquement maintenant sur les pancartes, circulation fluide, mais aussi l'exposition elle-même qui m'a introduit au monde, effectivement. Donc, c'était une expérience qui est restée avec moi. Je suis revenu plusieurs années plus tard pour apprendre le français. Je suis un enfant de Trudeau aussi. Mon père était sur le comité quand Trudeau a fait sa course pour le leadership. Et donc, nous avons cru passionnément au bilinguisme à l'époque. Mais je suis venu à Montréal où j'ai trouvé une société en plein questionnement. Dans les années 70, au début des années 80, ce que je dis souvent, c'est que c'était comme si la société tout ensemble était en train de se poser les mêmes questions qu'un adolescent qui avait 18 ou 19 ans se pose sur l'autonomie, sur l'amour, sur la solidarité, sur comment se définir. Donc c'était une intersection très propice, je dirais comme ça. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Montréal. J'ai fait mes études à Québec après avoir étudié à Toronto. J'ai vécu aux États-Unis pendant 22 ans, en Nouvelle-Angleterre. Culture qui ne m'a jamais vraiment, comment dirais-je, je ne suis jamais vraiment identifié avec cette culture.
Mais j'étais là-bas surtout pour enseigner la littérature québécoise et française, les études canadiennes. Donc là-bas, j'ai fait mon enseignement en français et mon administration en anglais. Et j'ai été recruté à l'UDM il y a 7 ans pour diriger le département d'études anglaises. Je fais ici mon enseignement en anglais et mon administration en français. Donc toujours un peu en situation atypique, ce qui me convient très bien. Et ce que j'ai dit avant, c'est que cette question d'hégémonie, c'est une manière un peu technique de l'expliquer. À Winnipeg, il y avait beaucoup de langues et beaucoup de cultures, mais c'était clair qu'il y avait une hégémonie. À Montréal, les hégémonies ont été multiples et sont multiples dans plusieurs secteurs qui donnent beaucoup plus de place pour... moi, j'ai toujours trouvé, pour les pratiques créatives, je dirais en même temps que maintenant, je fais partie d'un grand projet qui s'appelle un peu maladroitement diversité, médiatisation de la différence dans les espaces transculturels, qui est un partenariat avec des universités en Allemagne, par exemple. Mais là, on regarde les 3 volets, politique, pratique et récit. Politique, globalement, c'est la logique de ami-ennemi. Les pratiques, c'est la logique d'accommodement, résistance, authenticité. Récit, c'est là où c'est compliqué parce que, comme Simon a dit ce matin, on a tendance, nous, en littérature, à voir comment les récits littéraires compliquent les affirmations identitaires ou les cohérences. C'est pas évident pour les gens en sciences sociales, mais ça fait notre partie. Donc, je trouve que Montréal reste toujours un laboratoire passionnant pour ces questions. Et je suis content d'être revenu. Merci. Mon nom est Will Straw. Je suis très content d'être ici, mais je connais Roxane et Robert depuis longtemps et j'ai toujours été un admirateur des livres de M. Capet, surtout celui sur la ruelle. Je passe beaucoup de temps dans les ruelles, alors ça m'a aidé à expliquer pourquoi j'aime ça. Pour ce qui est de mes trajectoires, quand j'ai réfléchi sur ça ce matin, je me suis rendu compte que je viens d'une ville qui a une fausse montagne, qui est Hamilton, Ontario. Je ne sais pas si vous connaissez Hamilton, Ontario. Pour arriver dans une autre ville qui a une fausse montagne, peut-être un peu moins fausse qu'à Montréal. Mais ça fait 25 ans que je vis à Montréal, 19 plus récemment comme professeur, puis j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat ici à Montréal aussi, avant d'être exilé à Ottawa pendant 9 ans. Quand j'ai quitté l'université Carleton où j'enseignais, il était arrangé le dernier des universités au Canada, mais je suis allé à McGill, qui était numéro 1. L'année prochaine, après mon arrivée à McGill, Carleton est monté dans les rangs et McGill est descendu au numéro 2. Alors je pense que je suis la seule explication de ça. Maintenant, je suis professeur au département d'histoire de l'art et des études en communication à McGill. Je suis aussi depuis un an directeur de l'Institut d'études sur le Canada de McGill. Je passe beaucoup de mon temps dans le café le moins cool à Montréal. J'habite Myland et sur le café Van Hoot, Banque Laurentian, Laurier et Park. J'y vais pour travailler parce que je ne vais jamais tomber sur mes amis, mes étudiants. Alors, si vous me cherchez, je suis là surtout dimanche après-midi. J'ai un groupe de recherche subventionné par l'FQRSC sur le média et vie urbaine avec des sociologues de l'UQAM, des historiens de l'art, James Cisneros ici de l'Université de Montréal ici. On est dans notre 3e année, on travaille sur tout ce qui est média, culture à Montréal et ça a été une des expériences les plus stimulantes et fructueuses de ma vie ici à Montréal. Je vais passer la parole à Roxane. C'est difficile, n'est-ce pas, de parler de nos vies privées parce qu'on ne le fait jamais. On présente les communications de 20 minutes académiques et on se légitimise notre discours avec les théoriciennes dans les premières 2 minutes. Mais c'est difficile de parler de la vie. Mais moi, je pourrais vous dire aussi, pour moi,
c'était difficile même de penser à ma vie, le passé. J'essayais ça m'a pris 3 jours, finalement, de me rappeler de toutes les villes où j'ai habité et pourquoi j'avais laissé une ville et je suis allée à l'autre. Je suis née en Ontario, dans une région touristique. Alors, je ne suis vraiment pas une fille de la ville, je suis vraiment de la campagne, d'un petit village en Muskoka qui s'appelle Bracebridge. Et je pense que si je compte, je restais là jusqu'à j'avais 18 ans. Et c'était le moment pour moi, j'étais le premier enfant dans notre famille. C'était une famille ouvrière, sauf que mes parents étaient handicapés à un moment donné. Et c'était alors plus ouvrière, c'était une famille qui existait dans la pauvreté. Alors ça m'intéressait vraiment d'un âge très jeune. Les différences que ça faisait de venir, d'aller à l'école, d'écouter un discours sur la pauvreté et de découvrir une vie d'un oubli vers la pauvreté. Il n'y avait pas une communauté marxiste ou une communauté oppositionnelle, mais je pense qu'à un âge assez jeune, je me suis décidée qu'il y avait une raison d'être oppositionnelle. Alors, à 13 ans, j'ai écrit à Cuba pour avoir les livres sur la révolution à Cuba et je donnais des discours à l'école sur la récolte des pommes de terre et comment c'était important à Cuba d'organiser la force populaire. Et puis, ça a continué dans toute mon éducation où je pense que je me sentais toujours comme quelqu'un de l'extérieur en éducation. Et des années après, j'ai découvert qu'il y a toute une étude sur ça parmi les théoriciennes de Cultural Studies en Angleterre. Ça s'appelle il y a une attitude anti-school, contre l'école. Et c'est pour les gens, souvent de la classe ouvrière, qui expérimentent l'école comme une place d'une reproduction culturelle et qui ne veut pas réussir. Alors j'ai toujours eu une ambivalence vis-à-vis l'école, puisque j'étais une étudiante chanceuse et qui a réussi, mais que je ne voulais jamais réussir. Parce que pour moi, réussir à l'école, c'était de se vendre. Alors, j'ai toujours eu une relation ambivalente vis-à-vis de l'école. Mais quand même, quand je regarde toutes les villes où j'ai habité, c'était soit pour étudier ou pour enseigner. Alors, je suis allée enseigner en Chine, j'ai étudié en France, j'ai vécu à Vancouver, Québec, Montréal pendant 18 ans. J'ai fait une maîtrise et un doctorat à Montréal. Et maintenant, il y avait d'autres villes. Et maintenant, je reste dans les cantons de l'Est, où j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Alors, pour moi, venir à Montréal, ça aussi, ça a commencé à un jeune âge parce que ma mère était francophone de Sudbury. Mais elle ne parlait jamais français à la maison. Parce que mon père était né d'une famille qui venait de Norvège. Et dans notre petit village, il n'y avait pas de francophones. Alors, moi, en école secondaire, j'ai abandonné le français comme sujet. Mais à un moment donné, à l'université, York University, quand j'ai fait mon bac, après, j'ai décidé que c'était tellement ennuyant, l'université, qu'il fallait faire d'autres choses. Et je dis, je pense que je vais apprendre le français. Je vais aller en France, je vais apprendre le français. Et comme ça, je vais être capable de parler à ma mère. Elle n'a jamais parlé français devant nous. Et je pensais que c'était une bonne idée. Et puis,
c'est comme ça que finalement je suis venue à Montréal, parce que j'ai appris le français. Je retournais pour voir ma mère, juste pour découvrir qu'elle a oublié de parler français. Elle ne pouvait pas me parler, et en plus, elle n'aimait pas mon accent. Alors, finalement, j'ai décidé de venir à Montréal pour ne pas perdre le français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai été accueillie. Pour moi, c'était très intéressant. C'était dans les années 80 où il y avait une musique folk, une culture de drogue qui était assez intéressante à ce moment-là. On faisait de stop ensemble. C'était vraiment, pour moi, une aventure. Et je continue l'aventure maintenant parce que j'enseigne dans un programme qui est bilingue. C'est 2e, 3e cycle, littérature canadienne comparée. Et je considère que c'est un très grand privilège d'être inclus des fois dans les groupes de recherche avec les francophones, d'apprendre la culture francophone et de le comparer à la culture anglophone. Et juste pour finir, je dirais que c'est ça, l'esprit oppositionnel de Montréalaise qui m'a attirée. C'est aussi la mémoire culturelle qui m'a attirée. Le fait que les jeunes de mon âge étaient attachés à leur passé d'une façon que ne m'intéressait pas du tout en Ontario. Mais quand j'ai écouté leurs histoires, ça m'intéressait beaucoup. Alors, c'est pour ça que Montréal m'a attirée dans mon parcours. Merci. On va passer il y a un deuxième micro d'ailleurs que je vous invite à prendre, comme ça pourrait vous passer facilement. On vous a invité à parler de l'imaginaire du conflit étudiant, c'était le sujet qu'on a choisi. Peut-être pour rentrer tout de suite un peu dans le vif de l'imaginaire du conflit étudiant, ce que je vous suggérais de faire. Il y a des images qui défilent, certaines c'est des images que vous avez amenées, d'autres c'est des qu'on sait faire ou pas. Je vous inviterai pour commencer à identifier un peu les interventions, les gestes artistiques, les gestes politiques qui vous ont particulièrement marqué dans les événements du printemps. Si on faisait un tour rapide entre vous quatre, on peut peut-être commencer de l'autre côté avec Mme Nimsat, si vous voulez. Ben, mon expérience était peut-être un peu plus différente parce qu'à Sherbrooke, il y avait beaucoup moins de violence et de grandes foules, mais quand même, nos étudiants étaient en grève. Alors, ce qui m'a choqué vraiment, c'était le traitement médiatique de l'événement qui déracinait le mouvement étudiant de la culture de jeunesse, aussi de le néolibéralisme, aussi de le May Day événement en Europe, aussi des mouvements Occupy, the Occupy Movement. Pour moi, il y avait très peu d'analyse culturelle et d'ouverture vis-à-vis une analyse plus large de ce qui se passait à Montréal. Et les images qu'on voyait des foules de Montréal et le peu de violence qui était exagérée par les médias étaient étonnantes pour moi parce qu'à Sherbrooke, ce que j'ai vécu sur le campus, c'est que nous avons eu peur des policiers. Nous avons eu peur de le fait qu'il y avait des gardes dans les couloirs, les gardiennes spécialement engagées par l'université. On n'avait pas peur de nos étudiants, on n'avait pas eu les grands événements comme à Montréal. On a eu des petites manifestations. Mais à un moment donné, j'avais comme 7 professeurs, 7 femmes qui étaient dans mon bureau. La première journée qu'on avait des gardiennes sur campus. Et on disait comment est-ce qu'on va intervenir pour protéger les étudiants, pour témoigner la violence qui va se passer maintenant que les policiers sont rendus sur campus, dans les couloirs. Les gens de 6 pieds au dos qui marchaient dans les couloirs. Et chaque fois que quelqu'un sortait de mon bureau, elle disait, les professeurs, faites attention, ferme la porte, il va écouter, il va nous écouter. Alors, tout le monde avait peur des gardiennes et des policiers. Et je trouve que pour moi,
qu'est-ce qui était frappant, c'était cette distorsion médiatique de l'événement qui exagérait la violence des jeunes, qui fait partie d'une philosophie des jeunes jetables et les jeunes criminalisés, qui était vraiment choquant. Merci. J'ai beaucoup réfléchi à cette question ce matin. Alors, nommer les actions artistiques, etc. Et s'il n'y en a pas beaucoup qui me viennent à l'esprit, je pense que c'est que, à mon avis, et vous ne serez peut-être pas d'accord, que l'art, que les interventions artistiques ont été dépassées par des actes plus banals de marcher dans la rue, de battre les casseroles. Et je dirais que pour moi, le printemps érable a été une série d'événements dans lesquels, et ce n'est pas toujours le cas, le centre a été très fort et les marges plus ou moins faibles. Ça veut dire que pour moi, le printemps arabe, c'était quelque chose d'assez concentrique, où c'était plus que tout le monde faisait la même chose, qu'il y avait des choses excentriques, expérimentales, isolées, marginales. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait la force, en fait, des événements. Juste avant de parler des images que j'ai apportées, j'ai eu à vivre cette distorsion médiatique de manière constante parce que mes amis et mes parents dans le Canada anglais, dans l'ouest du Canada, ont été constamment au téléphone avec moi pour savoir si j'étais en sécurité, qu'est-ce qui se passe. Et c'était très frustrant parce que c'était très difficile à expliquer que, évidemment, les médias et surtout la télévision s'est accroché à certaines images qui ont été rarissimes. Si on pense aux centaines de milliers de personnes qui ont manifesté, à la lucidité des porte-paroles des associations étudiantes, même si on est d'accord, pas d'accord, ce n'était pas là la question, mais la capacité de tenir le discours de manière non démagogique pendant des heures dans les conférences de presse, et tout cela a été un peu effacé, à l'exception de quelques émissions, Anna Maria Tremonti par exemple. Donc c'était une source de frustration constante. Moi, je dirais que pour moi, j'ai vécu cet événement surtout dans mon quartier, qui est le Plateau, qui est le village Laurier. Et ce qui m'a frappé, c'était que c'est devenu un événement communautaire. J'ai apporté quelques images. Vous pouvez les... Elles vont arriver bientôt. Oui, ils vont arriver bientôt. Mais je dirais que pour moi, je parlais de la fluidité de la circulation, mais voici un événement où les rues se sont liquéfiées. Ce que je veux dire par ça, c'est pour moi, il y avait toute une logique de presque aquatique. Il y avait des tributaires, ça veut dire les petits défilés qui commençaient au carrefour de certaines rues, dans certains quartiers, qui continuaient par se mettre ensemble pour devenir des rivières, pour devenir un peu plus loin des fleuves, pour aboutir dans les grandes manifs. Et ici, c'est juste quelques photos prises dans mon quartier. Je considère ça un acte artistique, par exemple. Je trouve qu'il y a toutes sortes d'interventions géniales de ce genre-là, qui profitent. Alors, on a des commerces sur la rue Laurier. Ici, juste un moment, s'il vous plaît. Il y a Frites alors qui est constamment en train d'inventer de nouveaux burgers. Mais pour la campagne, c'était le Charret Burger, oui. Je ne sais pas si vous pouvez lire le texte. Mais ce qui était intéressant, c'était la quantité d'employés dans tous les commerces de mon quartier qui portaient le carré rouge, par exemple. Ces prestations spéciales, voici notre glacier artisanal, et ça c'est un peu de poésie aussi. Rafraîchisseur officiel d'esprit réchauffé pour la liberté d'expression, pour la liberté d'association contre la violence, qui je trouve a capté assez bien l'ambiance des activités dans le quartier. Donc, il y avait tous les soirs à mon coin de Laurier et de Fab une espèce de petite parade en rond pendant une demi-heure. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à 8h moins 5,
il y avait quelqu'un qui était manifestement un militant des années 70, peut-être du Front commun, je ne sais pas, de cette époque-là, qui est arrivé avec son bâton de tympan. Et au coin, il y a une boîte de collection pour le courrier. Les facteurs viennent chercher le courrier pour distribuer. Et il a commencé à frapper. C'était un peu comme le héros du quartier qui appelait à tout le monde à venir descendre dans la rue. Et c'était une pratique quotidienne pendant 6 semaines, je dirais, 6 bonnes semaines. Donc, je trouve que pour moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que, évidemment, on a beaucoup écouté cette idée, c'est moi ou la rue. Dans la campagne électorale, on a démonisé la rue. On a essayé de porter cette idée ultra-libérale que la participation citoyenne, c'est voter une fois tous les 4 ans, et puis on vit avec les résultats jusqu'aux prochaines élections. Il n'y a aucune intervention. Tandis qu'ici, c'était la rue et les élections. Oui, mais je crois que pour moi, la leçon la plus importante, c'était sur la politique, c'est ce qui compte, c'est qui est mobilisé. Et de manière plus importante, qui n'est pas mobilisé et pourquoi. Et donc, même si tous les sondages ont dit, par exemple, que la majorité appuyait une hausse des frais de scolarité, les faits sont qu'une minorité, très mobilisée, peut changer les rapports de force. Parce qu'une majorité qui n'est pas mobilisée pour des raisons précises. Elle manque de confiance en son propre leadership. Il est démoralisé, et c'est ce qui était effectivement le cas. Donc c'était une bonne leçon sur la politique dans son ensemble, où l'art a joué son rôle. M. Carpentier? Moi, ce qui m'a particulièrement frappé dans cette période-là, c'est le traitement langagier. Je vais essayer de répondre à la question des actions, activités artistiques. Et il me semble avoir déterminé 5 pôles d'intervention. Les étudiants, que je diviserais en 2, les étudiants dans la rue, et ensuite leurs représentants, Jean Charest, représentant le pouvoir, les journaux, et puis la population qui était un peu comme à l'extérieur des événements. Pour les journaux, on est d'accord. Je veux dire, il y a eu un traitement qui, à mon avis, était mis sous le signe du spectacle, de l'information, aussi bien dans les journaux, soit dit en passant, que dans les chaînes de télévision ou de radio. La population à l'extérieur a tenu un discours très souvent basé sur une totale incompréhension. Par exemple, dans mon coin où je vais à la campagne, les gens disaient « Ah, les étudiants, ils ont tous des iPods puis tous des autos. » Il fallait partir de loin pour réexpliquer la situation. Ils comprennent, ils saisissent même pas qu'aujourd'hui, il faut passer par des canaux informatiques pour être en lien avec son université. Je veux dire, on est loin d'une compréhension facile. Alors, il reste donc le duo étudiant et Jean Charest. Et je vais donner un exemple avant de passer à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les pancartes. Prenons le mot « rue », qui a été beaucoup prononcé durant cette période-là. Soit dit en passant, le mot « rue » est pas, on dirait pas traité, vous me direz si je me trompe, pas traité de la même façon en français et en anglais. Parce qu'en anglais, on dit « on the street », n'est-ce pas? Alors qu'en français, en principe, on devrait dire « dans la rue ». On dit souvent « sur la rue » par anglicisme. Mais j'aime bien, moi, cette nuance-là, parce que ça signifie que la rue, elle n'est pas faite que d'une surface, en anglais non plus, évidemment, là. Mais c'est qu'il y a aussi les façades, les maisons de chaque côté. Donc on habite, moi j'aime bien dire que j'habite dans une rue, et que je vais dans un restaurant qui est dans une rue, c'est beaucoup plus englobant. En ce sens-là, quand les étudiants étaient dans la rue, ils n'étaient pas juste sur une surface. Ils occupaient un espace humain quand même assez large et assez complexe. Alors, le mot « rue » a servi au pouvoir, servi par Jean Charest, comme repoussoir. Le pouvoir de la rue, vous n'allez pas, Mme Marois,
exercer le pouvoir à partir de l'influence de la rue, etc. C'était donc très négatif. Alors que de l'autre côté, il y avait « rassemblons-nous dans le seul lieu possible, qui est le nôtre, qui est donc un espace collectif ». Les espaces collectifs, c'est la rue, c'est les parcs et tout ça. Quand on dit que les étudiants étaient dans la rue, ils étaient dans la rue, ils étaient dans les parcs, ils étaient dans les espaces publics. À ce moment-là, il y a deux faits langagiers qui, pour moi, sont absolument fascinants. D'une part, toutes les pancartes qui ont mené un peu comme à la suite de mai 68 pour des baby boomers comme moi, mettons, là, vous êtes plus jeunes, là, mais comme des baby boomers comme moi, il y a presque une nostalgie à retrouver l'action de Berkeley de 68, etc., les manifestations des années 70, et surtout de constater un réveil d'une classe étudiante qui, depuis un certain nombre d'années, était relativement endormie. Mais il y a aussi deux choses. L'imagination qui a été investie, le pouvoir créateur dans la rue, avec des formules extraordinaires. J'avais fait 250 photos de pancartes différentes. Et puis, c'est rien à côté de ce que j'aurais pu faire, là. Toujours des formules différentes, allant de Charest, on a un job pour toi dans le Nord, jusqu'à une, moi, qui m'a beaucoup touché. C'était écrit 78 en dessous, on ne veut pas de ce Québec-là, qui est pour moi peut-être la plus représentative de tout ce travail. Or, il y a deux choses intéressantes, là. Il y a le carré rouge et puis il y a les chaudrons. Comme si il fallait faire voir, comme s'il fallait faire entendre. Et comme les formules sont courtes sur les pancartes, il fallait entrer dans le spectacle du langage. Et c'est à ça qu'ont servi des choses déjà connues, parce qu'elles ne sont pas nouvelles. Vous savez, les chaudrons, c'est pas nouveau, c'est un emprunt, mais c'est un emprunt qui a été phagocyté, c'est-à-dire qu'on le fait à la manière érable, si je peux dire. Ça, moi, ça m'a beaucoup fasciné. C'était quand, rappelez-moi, le 22 mai, 24 mai, la grande manifestation? 22, hein, c'est ça. Il y avait une diversité de pancartes absolument extraordinaire qui réunissait des citoyens autour de la question des étudiants, mais autour des gaz de schiste et de toute la liste que vous connaissez aussi bien que moi. Autrement dit, il y a eu un moment où cette manifestation artistique qui est la pancarte a fini par créer du rassemblement citoyen. Moi, c'est ça l'événement artistique qui m'a le plus impressionné. C'est intéressant parce qu'on voit que la question, au fond, est un peu marginale. Là, parce que c'est pas qu'est-ce qui est marquant. Il y a personne qui est particulièrement marqué par des représentations, par des manifestations artistiques ponctuelles, mais c'est évidemment l'ensemble du mouvement. Puis comme vous disiez, c'est le centre était plus intéressant que la marge, d'une part. Puis en fait, c'est plutôt comment ça va transformer l'espace ou comment ça va transformer la politique puis le langage qui est intéressant. Étant donné qu'on est dans une discussion un peu sur l'espace, j'aimerais ça revenir sur la question de la rue, puisque c'est revenu. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous reste? Est-ce qu'il y a une parce que la rue a changé de nature, à mon avis, pendant une période de temps. Puis c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, les gens qui ont été impliqués dans le conflit, qui sont dans un espèce de moment aussi où ils se disent, mais tout ça avait donc une fin, là aussi. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qui sera plus jamais pareil. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la rue? Est-ce qu'on a un héritage? On avait tantôt une discussion sur les micro-interventions citoyennes, c'est quand même d'un autre ordre. Est-ce que vous voyez comme une transformation de la rue qui nous reste de cette... Je vous invite à extrapoler, si vous bien prendre la parole. Juste dire rapidement qu'il y a certainement une transformation de la rue, puisqu'il y a une transformation de la société. Parce que pour moi, c'est très clair que le Québec d'avant ces événements-là et le Québec de pendant et d'après, pour l'instant, c'est deux choses. Ma seule crainte, c'est que le pouvoir, donc c'est presque la tâche et la définition, va certainement s'atteler à tout récupérer. Et une fois récupérées, ces choses-là risquent de s'historiciser, de rester dans des tiroirs. Et je crois que la vraie question, c'est de savoir comment construire un nouveau respect à l'égard de ceux
à qui il ne reste plus que la manifestation citoyenne. C'est-à-dire descendre dans la rue, aller occuper un parc, aller occuper, je ne sais trop moi, aller devant une garderie ou des choses comme ça, parce que on dirait qu'on est policé de tous les côtés. Alors, je pense que le débat il est comme une légitimité et une visibilité à maintenir. Oui, une légitimité, parce que c'est ce que faisait Jean Charest en disant la rue, avec le ton dont on se souvient, c'était une façon d'enlever toute légitimité au discours venant de la rue, évidemment. Les mal lavés. Ouais. Non, mais je trouve que ces choses-là sont par définition épisodiques aussi. Il y a toujours un prochain épisode. Mais ce qui est intéressant pour moi, ce qui était impressionnant, c'est que quand même, le discours des étudiants a inséré ces événements dans une histoire. C'est-à-dire qu'on faisait appel constamment à l'héritage de la Révolution tranquille. On disait que c'était dans la logique de la Révolution tranquille. Tandis qu'on lit dans la presse depuis des années, surtout chez les chroniqueurs, par exemple, que cette génération n'avait aucune conscience politique, n'avait aucun sens de l'histoire. Et ce n'était pas du tout ça. Mais la rue à Montréal, contrairement aux autres villes canadiennes surtout, a été souvent un lieu très actif. Si on pense aux années 70 et le Front commun, par exemple, si on pense aux manifestations pour la langue dans les années 80, ça veut dire qu'il y avait une espèce d'oubli qui arrive, ça veut dire une imposition d'un autre paradigme depuis 10 ans, 15 ans, et là, il y avait une espèce de rupture et un retour, ça veut dire une espèce de lien qui a été dressé avec un autre moment dans l'histoire du Québec. Et encore, les gens de l'extérieur me posaient des questions comme si, est-ce que c'est comme Occupy Wall Street? Je dis, oui, c'est comme Occupy, mais ce n'est pas comme Occupy, parce qu'au Québec, il y a une tradition de militantisme syndical qui a un discours cohérent. Les étudiants sont à la fois affiliés à ce discours, mais ils ont leur propre discours. Mais il y a quand même des liens qui sont là. Donc, je crois que pour la génération qui a mené cette bataille, c'est un événement marquant qui va rester. Il n'y a aucune garantie que les conjonctures restent les mêmes, mais la rue aujourd'hui paraît comme la rue il y a 8 mois. Mais les personnes qui ont participé savent que c'est possible. Oui? Et ils ne vont pas l'oublier comme ça. Et je dirais même que je trouve de plus en plus, et ce n'est pas nécessairement à cause des événements de avril, mai, juin, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens vivent leur vie, au moins dans mon quartier, de plus en plus dans la rue. Ça veut dire que, je ne parle pas des gens qui sont domiciliés, mais je ne sais pas, dans Myland, il y a de plus en plus de ventes de livres, ventes de disques, de terrasses, le bar à Mile X, Alexanderplatz, le grand bar de l'été dans cette partie de la ville. C'est un bar qui est dans la rue. J'ai l'impression que, évidemment, le changement climatique aide un peu, que de plus en plus, même depuis qu'on a élargi les trottoirs sur Saint-Laurent, je pense que de plus en plus, j'ai l'impression que Montréal, la culture, la vie se passe dans la rue et que, évidemment, le printemps rouge, il y avait d'autres raisons pour ça, mais ça fait partie d'une réclamation de la rue que je vois de plus en plus dans toutes sortes d'activités à Montréal, de Pop Montréal, fait des trucs dans des événements dans la rue et tout ça. Je dirais, spécialement puisque nous sommes les profs de littérature, mais études culturelles, musique. J'ai jamais fait de la musique. Oui, toi tu peux échapper cette accusation, mais trois entre nous au moins sont en littérature et il n'y a pas une tradition de souvenir et d'analyse des textes politiques sur les manifestations et le genre d'opposition. Traditionnellement, ce sont les textes marginalisés. Alors, c'est trop tôt qu'ils soient créés déjà dans la forme des romans
et peut-être la poésie, mais je pense que votre idée d'étudier les pancartes, c'est très important. Et il y a déjà à l'UQAM une institution où il y a toute une histoire des pancartes et d'opposition au Québec qui est fascinant. Mais l'oubli, je pense que c'est une responsabilité d'opposer l'oubli entre les intellectuels pour joindre avec les activistes. C'est très important. Par exemple, on n'entend plus parler des étudiants qui étaient blessés gravement pendant la grève, l'étudiant qui a perdu un œil. Il y a un oubli complet dans le média. Mais je pense qu'en littérature, en cherchant toutes les traditions qui arrivent, par exemple, parce que l'autre chose, c'est analyse théorique. Je pense que l'absence de mention de terroristes, pas terroristes, j'ai dit ça tout à l'heure, puis j'ai été corrigée par mes amis, terroristienne. Terroriste, c'est intéressant. Terroristienne, terroriste, en anglais, c'est terrorist. En français, terroristienne. Non, c'est ça, c'est ma prononciation. Mais c'est l'étude de la théorie, c'est très important, la théorie culturelle, pour que tout le monde comprenne l'émergence de le précariat, par exemple, le fait que si on va se reconnaître comme communauté, c'est une communauté diverse et une communauté plus large que les classes définies dans le passé. Alors, l'absence de les théoriciennes, c'est un peu troublant, mais je dois dire que j'étais très encouragée que parmi mes étudiants, il y avait une qui m'a contactée, qu'elle avait fait publier son examen. J'avais suggéré Henry Giroux et David Harvey sur le néolibéralisme et les jeunes jetables, la jeunesse jetable. Et puis elle a publié son analyse de la grève d'étudiants vis-à-vis ces théoriciennes à le Sherbrooke Record, qui est un petit journal, mais anciennement, le propriétaire était Conrad Black, alors c'est pas mal comme opposition. Et je pense que c'est ça c'est pas juste l'esthétisation de la grève, il faut une analyse culturelle. Vous avez commencé à aborder aussi un peu ce qui se passe dans les universités, puis c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on est dans une dynamique un peu de vie quotidienne, puisqu'on a commencé en vous faisant parler de votre vie, et c'est intéressant de vous avoir aussi, au travers de votre expérience personnelle en tant que professeur dans des institutions. Dans les questions qu'on vous a envoyées, il y avait, on comparait les universités à des forteresses au milieu d'un espace public qui avait été très ajusté, puis des forteresses qui avaient été bien gardées. Je ne sais pas si c'est une image qui a du sens pour vous. J'aurais envie de savoir comment ça s'est vécu, l'espace public du campus, dans un contexte où l'espace public devenait liquide, devenait contesté. Puis comment vous trouvez, on recommence, ça ne fait pas tant de temps qu'on a recommencé la session, mais comment vous trouvez que l'université en tant qu'espace public est changée par ces événements-là? L'université comme espace public de la ville, parce que c'est comme ça aussi qu'on l'a espéré et qu'on le vit normalement. Allez-y, ça. Mais je suis à McGill qui était peut-être... Oui, c'est un cas à part, mais oui. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a une année très intéressante à McGill parce qu'à l'automne passé, on a eu la grève des employés d'administration. Les étudiants, ils sont très impliqués et c'était déjà assez tendu. Et je n'ai pas vu ça depuis des années à McGill parce qu'avec McGill, on sait les étudiants viennent d'ailleurs, souvent des États-Unis. Ils s'insèrent nécessairement dans un contexte qui est la politique québécoise, mais déjà, après que la grève des administrateurs s'est terminée, l'atmosphère était tendue et la période lune du miel avec la principale, c'était clair que c'était fini. Alors, j'ai vu des étudiants, je peux dire, fierté que mon département d'histoire de l'art, des études de communication, c'était les étudiants les plus impliqués. On n'a pas perdu l'année, on n'a pas de rattrapage maintenant. Et je dirais deux choses. Je réponds peut-être à une autre question, mais pour eux, on sait que beaucoup d'étudiants à McGill, ils ont vu le mouvement Occupy à travers le monde, ils ont vu y être impliqués, mais
Occupy Montréal, c'était pas le plus fort de ces mouvements-là, c'était un peu triste même. Alors pour eux, le Printemps Rouge, c'était à la fois une façon de participer à ce qu'ils voyaient comme quelque chose de plus global, mais aussi les anglophones à Montréal, ils sont toujours un peu jaloux du niveau de l'action politique des francophones. Cette fois, c'était une façon de montrer de la solidarité, parce que, comme j'ai dit, la plupart d'eux, ils vont rentrer aux États-Unis, ils n'ont pas d'enfants qui vont étudier à Québec et avoir à payer des frais de scolarité plus élevés. Alors, c'était par idéalisme surtout. Je voulais juste enchaîner un petit peu sur ça. Je trouve que c'est ça qui est intéressant à Montréal, c'est qu'on peut avoir des points de référence très différents. Donc, je dirais que pour les étudiants francophones dans les universités francophones, il y a déjà, comme j'ai dit avant, il y avait déjà une référence historique communautaire qui est celle de la Révolution tranquille. Une histoire agréable. C'est ça. En même temps, le point de référence dans les justificatifs qui ont été donnés, c'est plutôt l'Union européenne et les pays développés hors les États-Unis. Hein, parce qu'ici, à l'UDM, par exemple, il y avait des pancartes un peu partout qui montraient que la scolarité est gratuite ou presque gratuite dans presque tous les pays de l'Union européenne. Oui. Et le bassin d'étudiants locaux, hein, surtout au premier cycle. Oui. Donc, les étudiants qui étaient directement concernés par la revendication qui a déclenché le tout, même si le tout est allé beaucoup plus loin. Dans les universités anglophones, je trouve, bon, le point de référence, c'est les États-Unis et le Canada, où les frais de scolarité sont déjà exorbitants. Donc, je ne sais pas combien de fois j'ai eu la question, encore une fois, de l'extérieur, mais de quoi se plaignent-ils? Ils ne paient rien, vraiment quelques centaines de dollars de plus par année. Je ne vois pas du tout what's all the fuss. Hein? C'était un peu ça. Donc, et on était constamment pris avec cette manière de voir la question. Et les questions sociales plus larges, la vision de société, etc., ne sortaient pas. Le bassin d'étudiants de premier cycle à McGill, si je ne me trompe pas, est beaucoup plus... Bon, je disais que l'équilibre est... il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent de l'extérieur. Ils paient donc, d'une certaine façon, ils ne sont pas ici pour la durée, ils payent déjà plus cher. Et en même temps, en fin de compte, je trouve que le volet national des manifestations soulève toujours de l'ambivalence chez les anglophones. Ça veut dire que dans les manifs, il y avait beaucoup de drapeaux québécois, oui, parce que c'était vraiment au nom de la communauté, hein, pour des valeurs qu'on juge québécois, et beaucoup de drapeaux patriotes. Hein. J'ai dû maintes fois expliquer c'est quoi ce drapeau-là, qui a une véritable héritage. Et donc, je crois que les étudiants anglophones, je connais plusieurs qui étaient pour et étaient absolument enthousiasmés par les événements, mais l'appartenance n'était pas la même. Pour l'autre question, très rapidement, l'Université de Montréal est déjà une forteresse. Ça veut dire que par son site même, c'est une citadelle. Oui. Et donc, ce qui donne un peu à chaque événement qui arrive à l'Université de Montréal le caractère d'une prise d'assaut. Oui. Mais il y a plus que ça, c'est évidemment notre recteur, il n'est pas le seul, mais les recteurs dans la majorité ont pris position clairement, de manière publique, pour la hausse des frais de scolarité. Donc, ce n'est pas vrai que l'université n'était pas engagée. La question était autre, c'était comment gérer une contestation à l'intérieur de la cité, oui, de manière respectueuse, non punitive, une manière où la position de la haute administration a été claire dès le début, où la position des étudiants était assez claire. Donc, comment est-ce qu'on gouverne cette situation? Et je trouve que c'était ça la question ici. Évidemment, nous ne sommes pas comme UQAM, qui est un carrefour, le carrefour de la ville.
ni Concordia, qui est au centre, ni même McGill, où les occupations, par exemple, toutes les grands manifs devant le bureau de Charest se passent devant McGill. Oui? Nous sommes un peu à l'écart, et donc la question quotidienne, pratique ici était un peu différente. Oui, bon, moi je suis à l'UQAM. L'UQAM, qui s'est ajouté un accent grave il n'y a pas tellement longtemps sur son signe, c'est pas pour rien. Pour répondre à la question, je ferai un léger détour. Quand les représentants étudiants ont commencé à prendre la parole sur la place publique, beaucoup de gens ont dit, mon Dieu, ces jeunes-là sont articulés. Beaucoup de gens étaient frappés. Moi, je reconnaissais nos étudiants à qui on donne en plus, là, mettons, là, c'est-à-dire de bons étudiants très, très articulés. Mais ça a surpris beaucoup de gens positivement. Je venais de découvrir les étudiants. Là. Oui, mais tout à fait. Et ils découvraient que c'était déjà des adultes, comme s'ils ne savaient pas, peut-être ne savaient-ils pas qu'ils ont souvent déjà des enfants ou ils sont déjà en couple, etc. Ce pas des enfants, là, comme si beaucoup de gens découvraient ça. Et ça a eu des répercussions positives. En tout cas, ça a été perçu positivement dans certains milieux, mais dans d'autres milieux, non. Encore une fois, dans un milieu plus excentré, plus à l'extérieur, plus éloigné, j'ai plutôt entendu, c'est des intellectuels. C'est-à-dire que ça, c'était comme la critique ou l'insulte suprême. Ils parlaient de langue de bois, etc. J'ai tout entendu ça. C'est certain que ça a contribué un peu à polariser. Bon, fin de la parenthèse. Je trouve que le retour à l'école, à l'université, est difficile pour ces jeunes-là. C'est difficile de se raccrocher aux études après un combat comme celui-là, surtout chez ceux et celles qui ont été très actifs, de retrouver le petit cours avec 60 étudiants, le prof qui parle en avant, s'asseoir, attendre. C'est difficile, les collègues le disent tous, il faut gérer ce retour-là. Et en même temps, je pense qu'ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé, ils savent maintenant qu'ils ont une voix. Et moi, je trouve ça extrêmement important qu'ils savent qu'ils sont une voix. Maintenant, je voudrais juste aussi ajouter que il y a des phénomènes de génération qui jouent. On le sait, ceux qui ont vécu les années 70, il y avait des choses qui étaient extrêmement faciles. Il y a des anecdotes que je ne pourrais pas raconter à des étudiants d'aujourd'hui. Ils me lanceraient des cailloux tellement il y a eu des situations faciles où on refusait des jobs, on refusait des postes parce qu'on se disait, mais non, j'en trouverai un autre l'an prochain. Aujourd'hui, ça serait bien difficile de faire ça. Il y a une génération aujourd'hui, du début de la vingtaine, qui a des enfants, qui se met en couple et qui a une attitude, je dirais, assez nouvelle, assez différente par rapport à ce qu'on a connu dans les, je ne sais trop, 22 décennies précédentes. Là, je ne suis pas un sociologue. Et je trouve qu'il y a un sens de la responsabilité qui est beaucoup plus marqué que ce que je voyais quand je suis arrivé dans l'enseignement il y a 25 ans et un peu plus. Je trouve qu'il y a une grande différence. D'abord, ils sont mieux informés, beaucoup mieux informés. Et l'information a été fondamentale dans ce printemps érable. Je me souviens, j'étais, je crois que c'était 4e et maçon, il n'y avait personne, et 20 minutes après, il y avait plein de monde qui tapait sur des chaudrons parce que, par des tweets et d'autres moyens, les gens s'étaient donné rendez-vous, s'étaient réunis, etc. Ce qui est le signe non seulement d'une bonne information, mais en plus d'une cohésion. Et moi, ça, c'est curieux, mais je le sens chez mes étudiants, cette espèce de cohésion de génération. Moi, c'est quelque chose qui me fait infiniment plaisir parce qu'il me semblait, depuis un certain nombre d'années, que cette cohésion-là était... En tout cas, je ne la sentais pas. Et des fois, il suffit d'un événement comme celui-là pour comment dire, actualiser une cohésion peut-être potentielle. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cette nature-là. De l'autre côté de la cohésion, une autre question qu'on voulait vous poser, puis qui pourrait peut-être être même la dernière question qu'on va vous poser aujourd'hui. On en a parlé un peu au cours de la journée avant.
c'est comme un incontournable du discours sur Montréal. Montréal est une ville pacifique. Montréal, on peut se promener n'importe quand, n'importe quelle heure, dans n'importe quelle condition, puis il ne nous arrivera jamais rien de vraiment dangereux. Là, tout d'un coup, il y a eu comme une espèce de... Peut-être qu'il y a une représentation de Montréal comme un lieu violent pour certaines personnes au Québec, mais là, tout d'un coup, on a eu comme une espèce de place à l'avant-plan de la violence dans les représentations de Montréal. Est-ce que c'est quelque chose de déterminant? Est-ce que c'est seulement un épisode? Comment vous avez vu cette violence-là, cette représentation de la violence-là, au-delà des... Ça s'est beaucoup limité. En fait, ça s'est beaucoup passé dans les médias, dans certains raccourcis médiatiques, mais est-ce que ça vous a interpellé? Juste en quelques secondes, j'étais dans un colloque à Cerisy-la-Salle sur la marche. Et les profs venaient tous me voir, des étudiants aussi, dont un bon nombre avaient déjà fait un séjour à Montréal, parce que peut-être qu'il faut prendre ça en compte aussi, les étudiants voyagent beaucoup plus qu'autrefois, hein, ils vont beaucoup plus dans des universités étrangères pour une année de scolarité, quelque chose comme ça. Tout le monde venait me demander si j'avais des nouvelles. Et puis on allait dans un petit local sur Internet, puis on regardait les dernières vidéos qui étaient diffusées par des journaux, par différents groupes. Mais personne ne parlait de violence. Évidemment, il y avait, encore une fois, les plus vieux profs qui voyaient ça de façon nostalgique. Enfin, on revient à ce que nous avons été. Mais il y avait aussi des jeunes qui se posaient la question de savoir quelles seraient les répercussions ailleurs. Peut-être même sur eux-mêmes, jeunes Français, Suisses, Belges qui étaient là, si ça allait un petit peu déborder. Et ils étaient, d'une certaine manière, je dirais, un peu inquiets, au sens où, si tout était ramené à de la violence, tout ça ne servirait à rien. Mais si on allait vers le propos, vers le sens de tout ça, ça pouvait signifier effectivement quelque chose. Tantôt, quand on a parlé des œuvres artistiques, j'ai oublié de parler de Fermaille, qui est une petite publication que les gens de l'UQAM ont maintenue pendant... Est-ce qu'il y en a qui connaissent Fermaille? Il y a eu 15-16 numéros, un petit 8,5 par 11 plié en deux, des textes de prose, de poésie venant de profs, venant d'étudiants, etc. Il y a eu une espèce de prise de parole à la jonction du texte littéraire et du texte d'opinion. On sait hein, que l'essai est un genre littéraire. Là. Et ça, pour moi, ça a été une très belle chose. Et ça a posé très souvent dans Fermaille la question de la violence. Non pas la violence des étudiants, mais la violence qu'il y avait en face. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que les incidents les plus violents, finalement, les plus blessés, c'était les étudiants par les policiers. Est-ce que ça se passait... un des incidents, c'était à Victoriaville, pas à Montréal. Et c'est un peu le chauvinisme des grandes villes. Et on n'a pas parlé de ça depuis le commencement du colloque, mais c'est vrai que les grandes villes ont un pouvoir sur tout le territoire dehors. C'est un peu le chauvinisme qu'on réclame l'opposition à Montréal parce qu'il y avait des grandes foules de personnes. Mais ça, c'est vraiment aussi la représentation de les médias, de profiter de la menace de désordre social. Ils prenaient leurs photos à Montréal. Mais finalement, si on regarde le vote contre les libéraux, ça ne venait pas de Montréal, plutôt ça venait des régions. Hein? Alors, on est très fiers dans les régions qu'on a voté contre Charest à cause de la façon autoritaire qu'il a imposé la loi 78 sur les étudiants et sur le public en général. Alors, je pense que ça, c'est important. Puis, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de comment ça a transformé à Sherbrooke, le campus, mais je pense une chose très importante, c'est qu'on a fait des groupes souterrains. Comme les professeurs, on a fait un groupe qui est constamment encore en contact, une alliance de 70 professeurs qui était un appui, qui donnait un appui aux étudiants. Et c'était très difficile pour ces professeurs
d'être dans les médias parce que les médias ne voulaient pas parler de l'appui professorial aux étudiants et ne voulaient pas parler de l'accessibilité de l'éducation et aussi le pouvoir qui est, la pression qui est réelle actuellement sur nos campus, non seulement sur les étudiants, mais sur les professeurs, vers la professionnalisation des humanités. Le fait que les programmes qui enseignent la critique théorique sont en danger et ceux qui donnent les crédits ou des diplômes pour les travails professionnels ils ont des appuis de l'administration. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui a changé l'idée de l'éducation, non seulement qui a le droit de l'éducation, mais le fait qu'on est réveillé de le fait, maintenant, la tendance de changer les universités et l'accessibilité universitaire pour créer un précariat, pour qu'il y ait un grand nombre d'étudiants qui acceptent qu'ils n'ont pas le droit au poste, aux carrières, au pouvoir culturel. C'est très important parce que, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne parle pas de ça très souvent, c'est le fait que maintenant, beaucoup de carrières comme journalisme médiatique sont contrôlées par le fait qu'il y a les internes, comment est-ce qu'on dit ça, internships? Stagiaires non payés. Le fait que les gens des riches peuvent être employés dans la diplomatie, dans le journalisme, etc., pour 3 mois, 6 mois, 1 an, que c'est ça le point d'entrée. Et les gens qui viennent des familles ouvrières ou même de moyenne classe ne peuvent pas se payer 6 mois de salaire pour aller travailler sans salaire. Alors, c'est tout un système qui est en train de créer une population qui est, comment est-ce qu'on dit ça, qui peut être gérée par les élites. Et là, c'est une grande réveil. Je pense que c'est ça qui a changé les campus. Ce n'est pas seulement physiquement, et c'est vraiment un réveil de qu'est-ce qui se passe dans tout niveau et comment c'est lié. Merci. Je vais vous passer la parole après si vous voulez ajouter un dernier mot. Il y a juste quelque chose qui me frappe depuis le début de la conversation, c'est que, en fait, la plupart des questions qu'on vous a posées, en fait, la réponse s'avère être aucune de ces réponses. En fait, les manifestations artistiques c'est pas ça qui était particulièrement déterminant. La violence, on aurait pu penser, mais c'est vrai qu'il y a eu le discours sur la violence ou le rapport à la violence a été très... les camps se sont beaucoup placés dans le rapport à la violence aussi. Puis, en fait, il y a des gens qui... Dans les médias, on a beaucoup parlé de violence. Puis quand on parlait aux gens qui étaient impliqués dans le conflit, les gens se faisaient un point d'honneur à soit ne pas parler de violence ou à essentiellement parler du travail des policiers puis de qu'est-ce que la police a fait. C'est vrai qu'il y a... C'est des questions qui sont comme un peu invalidées d'avance. Puis effectivement, en fait, on se rend compte, plus on en parle, que l'imaginaire du conflit, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu enthousiasmant de voir la créativité qu'il y a eu, par exemple, dans les pancartes, puis que ça mérite après ça un regard plus attentif, mais tout ce qui ressort, c'est que en fait, c'est pas tant l'imaginaire qui est marquant que la transformation politique et l'émergence de nouveaux réseaux, l'émergence de nouveaux intérêts, puis de l'apparition de nouveaux conflits aussi qui vont suivre ça. Donc, ça, c'était ma remarque un peu de synthèse. Puis, si vous voulez avoir le mot de la fin, je vous laisse. Ah, si c'est le mot de la fin, c'est le quasi mot de la fin. Je n'insiste pas à avoir le mot de la fin, mais j'aimerais répondre, oui, d'une certaine manière. Parce que je trouve que, bon, évidemment, il y avait des... Je ne veux pas minimiser ou trivialiser les gestes de violence physique qui ont eu lieu, ça c'est clair, mais le geste violent au début de tout cela, c'était l'instrumentalisation de la jeunesse, pour moi. Ça veut dire qu'on a instrumentalisé un mouvement étudiant pour essayer de maintenir le pouvoir. Mais on a espéré polariser la société sur le dos des étudiants
Et la grande surprise, comme André a dit, c'était que les étudiants ont été lucides et capables de répondre et tenir un discours qui dévoilait tout l'aspect politicien. Ça veut dire que les beaux mots sur la démocratie qu'on a souvent entendus, c'était... on a fini par voir que dans le contexte où ils étaient énoncés, c'était vide. Hein, il n'y avait pas de vrai contenu. Donc, à mon avis, c'est cette réponse à ce genre de violence politique, de violence de discours qui a été très important dans les événements que nous avons vécus. Il y avait également, je dirais, un moment où un aspect utopique à tout cela, qui par définition ne peut pas durer, sauf dans l'imaginaire. Mais c'était aussi, c'était un peu bizarre de regarder, il y avait une voix que j'appelle le principe de la réalité, les voix grincheuses, oui, qui disaient, oh, il y aura un grand hangover. J'ai vu ça souvent dans les journaux, les jeunes s'amusent aujourd'hui, mais ils vont se réveiller demain, ils auront un mal de bloc, ça serait terrible, ils vont être comme ça toujours. Et si on regarde ça, on peut dire, oui, il y a des réalités politiques à régler, il y a des questions de politique précises à régler, à négocier, mais en même temps, prendre cette position a priori, ça me semble très bizarre de vouloir se mettre dans ce lieu-là. Oui, et donc, voilà. En s'attendant tout de suite à être déçu de manière à ne rien faire. Pardon, excusez-moi. En s'attendant tout de suite à être déçu de manière à ne rien faire. Mais c'est juste l'idée que c'est l'idée que le lendemain est toujours très amer. Ouais. Mais donc, il faut presque ne rien faire parce qu'on va regretter par la suite. Oui. C'est un peu ça, ça. c'est un discours, ça fait longtemps depuis que ce discours se passe. C'est que vous allez passer le stage, vous allez être adulte après, vous allez oublier vos espoirs utopiques, Oui, c'est ça. mais aussi que la révolution est morte. J'ai entendu ça pendant mes études, je ne sais pas combien de temps. Et puis, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est sûr, vous avez... Ben, je veux juste dire, ça change de sujet un peu, une petite anecdote, parce qu'une de ces belles soirées de mois de mai, j'ai un ami de Toronto qui était milité dans le Parti communiste du Canada, d'autres mouvements pendant des années. Il m'a appelé pour est-ce que je peux aller à Montréal pour participer à une casse à part. Il est venu, puis il m'a dit Jean Mance, Laurier, on a fini dans une de ces grandes rivières sur Saint-Laurent, c'était fantastique. Il a dit, lui qui a participé à 500 manifestations quand ça avait 1000, il a dit, j'ai jamais vu les gens marcher si vite. Et un mois plus tard, j'étais dans un train en Europe et j'ai lisé Balzac, je ne suis pas prof de littérature, mais je peux lire Balzac. Théorie de la démarche, où il dit que un homme qui marche vite a toujours l'air plus intelligent. Et une femme? Ben, oui. Ben, merci, on aura. C'est vrai qu'un grand point de ces événements-là, c'est que les gens se sont effectivement mis à marcher de plus en plus vite jusqu'à un moment donné devenir